Alexandre le Grand est devenu célèbre en tant que figure emblématique pour avoir soumis presque tout le monde connu, vainquant d'immenses armées et renversant des empires anciens qui existaient depuis des millénaires. Pourtant, les bases de ces triomphes remarquables ont été posées par les efforts ingénieux et visionnaires de son père, Philippe II de Macédoine. Tacticien hors pair, Philippe transforma une population dispersée et marginale en une force régionale redoutable, préparant ainsi le terrain pour les exploits extraordinaires d'Alexandre. Les Macédoniens étaient considérés par de nombreux Grecs comme des barbares ignorants, vivant dans un territoire montagneux et rude, marqué par des luttes internes et constamment menacés par des raids de pillards venus de l'étranger. Éloignés des centres culturels raffinés de la Grèce, ils vivaient dans des hameaux dispersés sous la direction de chefs locaux, sans force unifiée ni véritable sentiment d'identité connue. Néanmoins, leur position était d'une importance stratégique, servant de rempart contre des tribus encore plus sauvages du nord et de l'ouest, tels que les Illyriens, les Thraces et les Péoniens. Pendant des générations, la Macédoine subit de féroces assauts de la part de ces groupes, protégeant indirectement les cités-États grecs du Sud, même si cette contribution était rarement reconnue par ceux qu'ils défendaient. La vie rude dans cet environnement difficile forgea les Macédoniens en un peuple d'une résilience et d'une ténacité hors du commun, des qualités qui leur ont valu une réputation redoutable de combattants. Formés dès leur jeunesse à défendre leur patrie, ils développèrent par nécessité des compétences guerrières exceptionnelles. Philippe sut reconnaître cette force latente et chercha à l'amplifier par de vastes innovations militaires. S'inspirant de ses années passées comme otage politique à Thèbes, où il observa de près les stratégies novatrices du commandant thébain Épaminondas, Philippe introduisit le célèbre phalange macédonienne. Cette formation était composée de soldats armés de longues lances appelées saris, leur permettant de tenir les ennemis à distance tout en avançant dans une ligne compacte et infranchissable. Le succès de cette approche novatrice fut démontré par une série de victoires, établissant rapidement l'armée macédonienne comme la force militaire dominante en Grèce. Alors que les cités grecques étaient empêtrées dans des querelles internes sans fin qui les épuisaient en conflits incessants, Philippe II sut profiter de la situation pour agrandir et consolider son royaume. Par une diplomatie habile et un sens aigu du moment politique, il exploita ces divisions, élevant son royaume au rang de puissance dominante en Grèce. En montant sur le trône de Macédoine, Philippe employa des mariages calculés comme principal moyen de renforcer et d'élargir son autorité. Il épousa Olympias, une princesse remarquable du royaume voisin d'Épire, forgeant ainsi des alliances cruciales. Il se lia également à de grandes familles de Thessalie et d'Illyrie, entre autres sécurisant ses frontières et neutralisant d'éventuels ennemis. Par ces unions, Philippe étendit son influence et s'assura que son futur fils, Alexandre, hériterait d'un royaume solide et uni, prêt à conquérir le monde. L'économie de la Macédoine reposait principalement sur l'agriculture et l'élevage, soutenue par des terres fertiles propices à une agriculture florissante et un élevage à grande échelle. Cependant, la véritable prospérité qui alimenta sa croissance économique et militaire rapide provenait de l'exploitation de riches gisements d'or locaux, en particulier près des villes de Philippe et d'Amphipolis. L'or extrait de ces gisements constitua la colonne vertébrale économique du royaume, permettant à Philippe de financer son armée, d'encourager le commerce et d'attirer marchands et artisans venus de toutes parts. Grâce à cette abondance minérale, la Macédoine devint rapidement un centre commercial dynamique, renforçant encore l'influence et la domination de Philippe sur la région. Athènes tarda à prendre la pleine mesure du danger représenté par Philippe II et la montée en puissance de la Macédoine. Pendant des années, les Athéniens, absorbés par leur propre lutte politique et leurs querelles avec d'autres cités grecques, négligèrent les progrès de Philippe au nord. Mais à mesure que des territoires clés tombaient les uns après les autres sous le contrôle macédonien, il devint évident que l'ascension de Philippe menaçait non seulement l'indépendance politique d'Athènes, mais celle de toute la Grèce. C'est dans ce contexte que l'orateur athénien Démosthène s'imposa comme le plus éloquent et farouche opposant à l'expansion de Philippe. Dans ses discours enflammés, appelés philippiques, Démosthène mettait en garde les citoyens d'Athènes contre les périls incarnés par ce qu'il qualifiait de tyrans impitoyables dont les ambitions étaient sans bornes. Pour lui, Philippe représentait non seulement une menace militaire, mais aussi un danger mortel pour les principes démocratiques de l'État athénien, un homme capable de briser la liberté chèrement acquise par les Grecs au fil des siècles. Le mouvement politique mené par Démosthène et ses partisans dépeignait Philippe comme un barbare, un souverain despotique déterminé non seulement à conquérir militairement Athènes, mais aussi à éteindre sa démocratie et à soumettre les Grecs à la domination macédonienne.
Discours, tracts et interventions publiques dénonçaient les ambitions prétendument tyranniques du roi de Macédoine, le présentant comme un ennemi mortel de la liberté hellénique. Bien que ces efforts aient suscité une certaine mobilisation, Athènes fut lente à réagir de façon décisive à la menace croissante, freinée par des hésitations internes et la difficulté à forger des alliances solides avec d'autres cités grecques. Même si son influence militaire et politique s'étendait rapidement, Philippe ne visait pas simplement à soumettre les cités grecques. Sa vision était plus grande et plus ambitieuse, unir les cités grecques souvent divisées sous une seule autorité, non pas pour les opprimer, mais pour les conduire dans une guerre collective contre leur vieil ennemi, l'Empire perse. Cette tentative de rallier les Grecs contre la Perse s'appuyait sur l'idéologie du panhellénisme, un concept prônant l'unification des peuples grecs face à un ennemi extérieur, une idée déjà défendue par le célèbre penseur athénien Isocrate. Philippe voyait dans ce concept une occasion de légitimer son pouvoir et son leadership, posant les bases politiques de ses futures campagnes en s'appuyant sur le désir grec de vengeance contre les Perses pour les dévastations subies pendant les guerres médiques et la soumission des cités grecques d'Asie mineure, invoquant ainsi à la fois des raisons morales et politiques. Malgré cela, les grandes cités grecques comme Athènes, Thèbes et surtout Sparte s'opposèrent farouchement à ce projet. À leurs yeux, la direction macédonienne ne représentait pas une alliance d'égal à égal, mais bien la perte de leur souveraineté au profit d'un royaume longtemps jugé barbare. Sparte refusa de rejoindre la Ligue de Corinthe proposée par Philippe pour organiser la campagne contre la Perse, affirmant farouchement son indépendance et rejetant la soumission à un roi étranger. Thèbes, qui avait été l'allié de Philippe lors des conflits internes grecs, commença à le considérer comme une menace directe à sa propre suprématie régionale après la montée en puissance spectaculaire des forces macédoniennes. Athènes, influencée par Démosthène, voyait dans l'ascension de Philippe la possible disparition de sa démocratie et de son autonomie, ce qui la poussa à rejeter les ambitions macédoniennes. Bien que Philippe ait bâti une puissance militaire et politique impressionnante, son royaume faisait encore face à une vulnérabilité majeure. Il lui manquait un successeur légitime pour garantir l'avenir et la continuité de sa dynastie. Conscient de cette faiblesse, Philippe savait qu'il devait y remédier sans délai. Avec Olympias pour nouvelle épouse, une jeune princesse du royaume voisin d'Épire, réputée pour sa beauté saisissante, son tempérament fougueux et sa profonde implication dans des cultes religieux mystérieux, il décida de s'acquitter de ce devoir. Olympias n'était pas une figure ordinaire, elle possédait une aura à la fois puissante et énigmatique qui fascinait autant qu'elle inquiétait la cour macédonienne. Certains la voyaient comme une prêtresse accomplissant des rites secrets avec des serpents, d'autres la considéraient comme une femme d'une puissance quasi mystique. Philippe, aux côtés d'Olympias, devait désormais accomplir la tâche essentielle de donner un héritier digne de recevoir en héritage tout ce qu'il avait construit, quelqu'un capable non seulement de préserver, mais aussi d'étendre le prestige et la domination macédoniens à travers le monde connu. Philippe était loin de se douter que cette union lui donnerait un fils qui dépasserait toutes ses aspirations les plus grandioses. Par une nuit d'été accablante de chaleur en 356 avant Jésus-Christ, au sein du palais royal de Péla, capitale de la Macédoine, la reine Olympias sombra dans un sommeil profond, troublée par des visions vives et puissantes. Soudain, un rêve saisissant s'empara de son esprit. Le ciel nocturne se déchira sous de sombres nuages, et une figure colossale émergea des cieux tempétueux. C'était Zeus, le roi des dieux, dans toute sa splendeur, brandissant un foudre éblouissant dans sa main droite, projetant une lumière aveuglante à travers les ténèbres. Dans sa vision, Olympias se sentit paralysée par la présence divine, incapable de détourner le regard ou de bouger, saisie à la fois de respect et de crainte. La divinité lança alors l'éclair vers la reine, frappant directement son sein. Elle se réveilla en sursaut, sentant encore la chaleur surnaturelle du foudre céleste sur sa chair, comprenant instantanément que ce rêve n'était pas un simple fantasme, mais une annonce du destin extraordinaire qui attendait son enfant à naître. Une autre nuit, son époux, le roi Philippe II, fit une découverte troublante. Entrant à l'improviste dans les appartements d'Olympias, il la trouva endormie, nue, allongée auprès d'un immense serpent enroulé autour d'elle dans une étreinte à la fois intime et étrange. Prêtres et devins interprétèrent ceci comme un signe indiscutable que Zeus avait visité la reine, prenant la forme du serpent pour engendrer un fils porteur de sang divin. Mais ils avertirent aussi le roi de la nécessité de faire preuve de prudence, car les dieux n'appréciaient pas que les mortels surprennent leur visite secrète dans le monde des hommes et que son intrusion ne resterait pas sans conséquence.
Philippe, bien que troublé par la scène, accepta que sa descendance était destinée à des exploits monumentaux et éternels. Convaincu de l'importance de l'enfant qu'Olympias portait, Philippe repartit bientôt en campagne pour étendre son royaume, persuadé que les dieux soutenaient ses conquêtes. Lors du siège de Potidée, Philippe, déterminé à s'emparer de la région et à la sécuriser, se trouvait dans son camp militaire lorsque 3 messages cruciaux arrivèrent en une seule journée. Le premier messager, venu de Thrace, rapporta que le général macédonien Parménion avait remporté une grande victoire sur les farouches Illyriens, assurant la sécurité des frontières du royaume. Un second messager arriva ensuite d'Olympie, annonçant que le cheval du roi avait triomphé lors d'une prestigieuse course olympique, rehaussant la gloire et l'honneur de Philippe. Enfin, un troisième émissaire, venant de Péia, cœur du royaume macédonien, apporta la nouvelle la plus attendue. Olympias avait donné naissance à un fils. À l'annonce de ces nouvelles, Philippe fut transporté de joie, submergé d'un bonheur sans bornes. Convaincu que ces événements étaient des signes incontestables de la faveur divine et de la grandeur promise à sa lignée, il ordonna immédiatement un immense festin pour célébrer la nouvelle. Au milieu des réjouissances et des acclamations, il peinait à contenir sa fierté et sa joie, car il possédait désormais non seulement des victoires sur le champ de bataille et la gloire olympique, mais surtout un héritier dont le destin promettait de résonner à travers les siècles. Alexandre vint au monde lors d'une nuit d'été chaude et paisible, dans la cité royale de Péia. Cette même nuit, loin de là, dans la splendide cité d'Éphèse, un événement tragique se produisit. Le magnifique temple d'Artémis, vénéré comme l'une des 7 merveilles du monde pour son élégance inégalée et sa structure imposante, était la proie de flammes féroces. L'incendie, déclenché par des moyens inconnus et qui se propageait avec une fureur implacable, dévora colonnes ornées, sculptures sacrées et trésors amassés au fil des siècles. Les habitants d'Éphèse s'efforcèrent désespérément de sauver le sanctuaire, transportant de l'eau dans des seaux et formant des chaînes humaines, mais leurs efforts furent vains face à la fureur du feu. À l'aube, le temple autrefois glorieux n'était plus qu'un champ de ruines calcinées. Les prêtres et citoyens de Péia, apprenant la catastrophe, s'interrogèrent, perplexes, sur sa signification. Une rumeur commença alors à circuler parmi les devins et les prêtres. La destruction s'était produite parce qu'Artémis elle-même avait quitté son sanctuaire pour voyager en esprit jusqu'à Péia, assistant à la naissance d'un enfant destiné à changer le cours de l'histoire. Même les mages perses, toujours attentifs aux présages célestes et aux événements surnaturels, virent dans la ruine du temple un présage clair et inquiétant. Réunis en conseil, ils étudièrent d'anciennes prophéties et consultèrent leurs tablettes divinatoires. Leur voix chargée d'inquiétude et de crainte, ils déclarèrent que l'incendie n'était pas un simple accident, mais un signal divin porteur d'une révélation redoutable. Les prêtres prédirent la naissance d'un enfant dont le nom traverserait les âges, un conquérant irrésistible et destructeur destiné à défier et dominer les nations et les royaumes d'Asie. Les dieux avaient parlé clairement, et les sages comprirent que le destin des empires était sur le point de basculer. Les dieux n'avaient pas ignoré l'audace de Philippe qui avait surpris l'union sacrée et divine d'Olympias avec Zeus sous sa forme de serpent. Cet acte d'intrusion involontaire, bien qu'accidentel, avait perturbé l'ordre sacré et offensé les desseins célestes, poussant les immortels à concevoir une punition appropriée pour rappeler aux rois mortels les frontières à ne pas franchir. Lors du siège de Potidée, une cité sous influence athénienne, Philippe mena lui-même ses troupes au cœur des combats. Les remparts de la ville tenaient bon, défendus par des archers experts qui lançaient une pluie ininterrompue de flèches sur les rangs macédoniens. À un moment crucial des affrontements, alors qu'il commandait ses hommes en première ligne et les galvanisait par l'exemple, Philippe fut soudainement frappé par une flèche tirée depuis les remparts. Le trait transperça son visage, s'enfonçant profondément dans son œil droit. Philippe s'effondra, le sang coulant à flots, tourmenté par une douleur fulgurante tandis que ses soldats se précipitaient à son secours. Le roi fut aussitôt transporté à l'abri de sa tente, où le célèbre chirurgien Critobule fut appelé en urgence pour lui sauver la vie. Grâce à son habileté exceptionnelle, Critobule traita la blessure, sauvant le visage du roi de toute difformité. Pourtant, le dommage était irréversible. Philippe perdit toute vision de l'œil droit. Dès ce jour, Philippe porte à la cicatrice de son outrecuidance rappel permanent que même les plus puissants doivent respecter les mystères et les limites imposées par les dieux. La naissance d'Alexandre fut entourée d'événements extraordinaires, de visions prophétiques et de présages directement envoyés par le divin, conférant une résonance mythique et une essence sacrée à l'origine du prince macédonien.
Prédictions et signes annonçaient un destin grandiose, suggérant que ce garçon était destiné à régner et à façonner l'avenir du monde connu. Pourtant, peu après sa naissance, Alexandre fut confronté aux réalités implacables de l'existence humaine. La cour macédonienne, bien que puissante et en plein essor, était aussi un foyer de rivalités amères, d'intrigues politiques et de complots mortels. Assassinats et trahisons étaient monnaie courante, et le trône même de Philippe avait été gagné et conservé par le sang et la ruse. Dans ce contexte périlleux, Alexandre dut apprendre dès son plus jeune âge les arts de la survie et de la ruse, évoluant dans un univers où les amis d'hier pouvaient devenir les ennemis de demain. Les signes divins qui avaient marqué ses débuts ne suffiraient pas à garantir son triomphe. Son chemin vers la gloire et la maîtrise du monde connu serait semé d'obstacles, de dangers et de luttes, aussi bien sur les champs de bataille qu'au sein du palais. Seul le courage, l'intelligence et la persévérance lui permettraient de transformer les signes mystiques de sa naissance en un héritage tangible. L'arrivée d'Alexandre, fils du roi Philippe II de Macédoine et de la reine Olympias d'Épire, marqua le début d'un parcours destiné à la grandeur. Dès ses premiers jours, la lignée de l'enfant laissait présager un destin exceptionnel, non seulement en raison de sa naissance royale, mais aussi par l'ascendance légendaire qui coulait dans ses veines. Par son père, Alexandre remontait jusqu'au célèbre Héraclès, le plus grand héros de la mythologie grecque, et par sa mère jusqu'à Achille, le légendaire guerrier de l'Iliade qu'Alexandre vénérait comme modèle de courage et de gloire. Dès sa plus tendre enfance, Alexandre bénéficia de tous les privilèges que la noblesse macédonienne pouvait offrir, mais sa jeunesse fut loin d'être une période de facilité ou de laxisme. La vigilante reine Olympias, femme de volonté farouche et d'ambition élevée, surveillait de près chacun des pas du jeune prince. Sa rigueur ne venait pas seulement d'un amour maternel, mais d'une volonté déterminée de forger Alexandre en un souverain résolu et décisif. Olympias savait qu'un excès de confort pouvait affaiblir l'esprit du garçon. Elle imposa donc une discipline stricte tout en l'entourant de soins et d'affection. Pendant ce temps, Philippe II était souvent absent, accaparé par d'incessantes campagnes militaires et des conquêtes territoriales qui renforçaient la puissance de la Macédoine. Malgré ces fréquentes absences, les rares occasions où Philippe revenait étaient saisies pour façonner le caractère d'Alexandre et lui transmettre des leçons essentielles. Ces brèves rencontres entre père et fils laissèrent une empreinte durable sur Alexandre, alimentant ses aspirations et le formant pour devenir le souverain qu'il était destiné à être. Dès l'enfance, Alexandre fut entouré des enfants des plus puissantes et influentes familles de Macédoine. Parmi eux se trouvait Héphaïstion, un jeune homme avec qui Alexandre tissa un lien si profond qu'il traverserait les siècles. Ses camarades privilégiés partageaient jeux, études et exercices, forgeant des liens de confiance et de loyauté qui s'avéreraient essentiels tout au long des futures entreprises militaires et politiques du roi. L'éducation du jeune prince fut d'abord confiée aux mains strictes de Léonidas, un précepteur rigoureux et inflexible originaire d'Épire, la patrie d'Olympias. Sous sa tutelle, Alexandre apprit très tôt que la valeur d'un chef ne résidait pas uniquement dans le confort et les privilèges royaux, mais aussi dans l'endurance, la discipline et la retenue. On raconte que Léonidas soumettait le garçon à de dures épreuves, inspectant régulièrement ses effets personnels pour détecter tout signe de luxe susceptible de compromettre son apprentissage de la frugalité. Lors d'un épisode célèbre, Alexandre fut réprimandé pour avoir utilisé trop d'encens lors d'un rite sacré. « Où as-tu la tête, mon garçon ? Cela a de la valeur. Quand tu auras conquis les terres d'Asie riches en encens, tu pourras en brûler à ta guise. Pour l'instant, contente-toi de peu. » Devenu adulte, après avoir conquis toute la Perse, Alexandre envoya une grande caisse d'encens à son ancien précepteur, accompagné de ce message. « Je t'envoie ce généreux chargement d'encens et de myrrhe, afin que tu ne lésines plus sur les honneurs du haut Dieu. » Son amour pour l'Iliade se manifesta très tôt, sous l'influence de ses instructeurs. Fasciné par les récits homériques d'exploits héroïques, Alexandre s'identifiait profondément à Achille, se voyant souvent en héros épique lors de jeux avec ses compagnons, surtout Héphaïstion, qui deviendrait son allié le plus fidèle et le plus cher. Une copie de l'Iliade accompagna Alexandre toute sa vie, témoignage de l'impact profond du poème sur sa passion martiale et ses ambitions. Avec la découverte de 2 riches gisements d'or près de la ville d'Amphipolis, la Macédoine entra dans une ère de prospérité sans précédent. Ces réserves, surtout autour de Philippe, donnèrent au royaume d'immenses ressources, permettant à Philippe II de financer de vastes améliorations pour son peuple et, surtout, pour son armée.
La Macédoine, jadis royaume modeste et en marge, se transforma rapidement en un centre de richesse et de splendeur, attirant marchands, artistes, ingénieurs et artisans venus de tout le monde grec. Ces commerçants apportaient des biens raffinés, tels que tissus fins, armes ouvragées et objets de luxe, enrichissant la cour macédonienne et renforçant ses liens commerciaux et diplomatiques. Dans ce contexte de prospérité croissante, le roi Philippe II manifestait un vif intérêt et une grande passion pour les chevaux. Symbole de puissance et de prestige, et qui était au cœur des tactiques militaires macédoniennes. Son engouement pour les courses et la conviction qu'une cavalerie d'élite serait la clé de la victoire sur le champ de bataille poussèrent Philippe à consacrer d'importantes ressources à l'acquisition et à l'élevage des meilleurs chevaux. La Macédoine commença à attirer les éleveurs et négociants de chevaux épurs réputés de Grèce et des terres voisines, tous désireux de vendre leurs plus beaux étalons aux rois ambitieux. C'est alors que Philonétius, un célèbre marchand de Thessalie, région renommée pour ses chevaux robustes, arriva à la cour macédonienne pour proposer au roi un étalon sans égal. Ce cheval était une bête noire impressionnante, dont la puissance et la grâce se devinaient à sa seule allure. Philippe fut aussitôt séduit par l'animal, y voyant un grand potentiel pour la guerre. Mais sa nature farouche et indomptable empêcha toute acquisition immédiate, car aucun des cavaliers macédoniens expérimentés ne parvint à le maîtriser lors des premiers essais. Philippe, pragmatique, jugea qu'un cheval, aussi splendide soit-il, n'avait aucune valeur s'il ne pouvait être monté. Mais le jeune prince Alexandre, fasciné par la majesté de l'animal, se porta volontaire pour tenter de dompter l'étalon noir. Son offre audacieuse surprit et amusa l'assistance, mais le regard déterminé d'Alexandre convainquit Philippe de lui laisser sa chance, malgré les craintes de ses conseillers qui redoutaient que l'héritier ne se blesse grièvement, voire ne se rompe le cou en essayant de soumettre une bête qui avait déjà défait des cavaliers chevronnés. Tandis que les nobles de la cour se moquaient de la tentative téméraire du jeune Alexandre pour apprivoiser le puissant étalon noir, le prince observa attentivement les mouvements de l'animal. Remarquant la cause de son agitation, Alexandre vit que le cheval était effrayé par sa propre ombre, nettement projetée au sol par le soleil éclatant. Saisissant la peur de la bête, Alexandre s'approcha de Bucéphale avec douceur, prit les rênes avec précaution et orienta calmement le cheval face au soleil. Ne voyant plus l'ombre qui l'effrayait, le cheval s'apaisait, laissant le jeune prince s'approcher davantage. Alexandre calma l'étalon. D'un saut souple, il monta sur la bête, tenant fermement les rênes pour garder le contrôle et maîtriser toute résistance. Peu à peu, Alexandre relâcha les rênes, permettant au cheval d'avancer d'abord au pas, puis laissant Bucéphale galoper librement sur les vastes plaines. Les nobles, autrefois sceptiques et désormais stupéfaits, se turent devant la démonstration éclatante d'habileté et de courage du jeune prince. De retour au cercle des nobles, Alexandre fut accueilli par une ovation. Son père, le roi Philippe, débordant de fierté et de joie, s'avança pour embrasser le jeune prince qui venait de descendre triomphalement de sa monture. Philippe déclara devant tous, les larmes aux yeux, que la Macédoine était trop étroite pour la grandeur de son fils, prédisant qu'Alexandre devrait rechercher un royaume à la mesure de son audace et de son talent. Le jeune prince baptisa l'animal Bucéphale, tête de bœuf, en raison de la marque blanche en forme de tête de taureau qu'il portait sur le front. Bucéphale devint le compagnon inséparable d'Alexandre, le suivant dans la plupart de ses batailles et campagnes. Le lien entre le jeune homme et son cheval devint le symbole de l'audace, de la résolution et du leadership d'Alexandre, traversant les siècles comme l'une des plus grandes histoires de fidélité et de partenariat entre un guerrier et sa monture. En selle sur ce noble destrier, Alexandre allait s'élancer vers la gloire éternelle, s'affirmant comme l'un des plus grands stratèges de l'histoire. Le roi Philippe de Macédoine fut constamment perçu comme un rustre étranger par les Grecs, une vision qui le blessait profondément. Malgré ses succès militaires et son habileté politique, les Grecs des grandes cités considéraient toujours la Macédoine comme une terre rude peuplée de guerriers sans raffinement intellectuel. Philippe comprenait que cette perception portait préjudice non seulement à sa propre réputation, mais aussi à celle de sa lignée. Philippe observait, à la fois fier et inquiet, le jeune Alexandre, fougueux, qui devenait chaque jour plus semblable à lui. L'enfant était intrépide, animé d'une volonté farouche et d'un tempérament impétueux, toujours avide d'épreuves pour tester son courage et son intelligence. Mais le roi savait que les précepteurs macédoniens, aussi dévoués soient-ils, ne pourraient pas façonner entièrement son fils selon ses attentes. Alexandre avait besoin de plus qu'un apprentissage des arts de la guerre et des usages de la cour. Il devait recevoir une éducation capable de le transformer en véritable homme d'État,
un souverain qui émerveillerait les Grecs et excellerait non seulement dans le combat, mais aussi par la profondeur de sa pensée. S'il restait uniquement sous la tutelle macédonienne, Alexandre risquait d'être perçu par les Hellènes comme encore un jeune homme fruste, habile à la guerre mais dépourvu du raffinement nécessaire pour gouverner un vaste empire. Ainsi, le roi n'épargna ni frais ni efforts pour obtenir le meilleur maître pour son fils. Après mûre réflexion, Philippe choisit Aristote, le philosophe le plus célèbre de son époque, élève de Platon et l'un des esprits les plus brillants du monde grec. Aristote n'était pas seulement un érudit, sa sagesse embrassait l'éthique, la politique, la biologie et la logique. La renommée apportait du prestige et ses conseils pouvaient faire d'Alexandre bien plus qu'un simple prince guerrier, un chef distingué. Pour accueillir le philosophe et ses élèves, Philippe fit rénover son palais de Mieza en véritable école de philosophie, où Alexandre et les fils de la noblesse macédonienne étudiaient la morale, la rhétorique, la science, la médecine et les arts. Parmi ces étudiants figuraient de futurs généraux et conseillers comme Héphaïstion, Ptolémée et Séleucos, qui joueraient plus tard un rôle essentiel dans la conquête du monde par Alexandre. Sous la tutelle d'Aristote, Alexandre assimila non seulement des enseignements sur l'éthique et le gouvernement, mais il fut encouragé à questionner, raisonner et comprendre la complexité du monde. Le jeune prince n'accueillait pas toujours ses leçons avec enthousiasme, manifestant parfois impatience et irritation face aux études. Mais Aristote, par son approche captivante, parvint à l'orienter vers la connaissance et la vertu. Les sujets abordés par Alexandre étaient vastes et variés. Au-delà de la morale et de la logique, Aristote l'initia à la médecine, à la biologie et aux sciences naturelles, lui inculquant les principes d'observation et de questionnement. Le philosophe estimait qu'un roi devait comprendre les bases du corps humain pour mieux veiller sur ses soldats et son peuple, formation qui éveilla chez Alexandre un vif intérêt pour les arts de la guérison sur le champ de bataille. La rhétorique fut aussi un pilier de l'éducation du jeune prince. Aristote lui enseigna l'importance de la persuasion et de l'art oratoire, indispensable à un chef devant galvaniser ses troupes et régner sur des peuples divers. Ainsi, Alexandre acquit une éloquence saisissante, capable de motiver ses hommes avant le combat et de rallier à lui des cultures variées. Un autre aspect clé des leçons d'Aristote concernait sa vision de la politique et du conflit. Il considérait la guerre comme un outil légitime pour diffuser la civilisation et soumettre les barbares, enseignant à Alexandre que la domination grecque devait s'étendre au monde entier pour apporter ordre et progrès. Alexandre fit sienne cette idée, mais la transforma selon sa propre vision. Mais le grand philosophe prodiguait aussi des leçons particulières à l'héritier du trône. Alexandre se montrait parfois têtu et réticent face à ses études, qui l'ennuyaient souvent, mais Alexandre réussissait toujours à le ramener vers la vertu par la persuasion. Pourquoi dois-je subir ces leçons tandis que les autres profitent de leur après-midi ? Chacun suit la voie qui lui est destinée. Contrairement à toi, ils ne sont pas destinés à guider la destinée d'un peuple. Souviens-toi de ceci, les racines de l'apprentissage sont amères, mais ses fruits sont plus doux que le miel. Aristote discerna la fougue de son élève et lui enseigna la nécessité d'une vie équilibrée et harmonieuse. Dis-moi, Alexandre, quelle est la principale vertu d'un soldat ? Le courage, évidemment. Bien répondu. Mais que se passe-t-il si un guerrier intrépide néglige l'entraînement et fonce seul contre une armée ennemie ? Il périra sans doute. Parce qu'un excès de courage devient témérité, et cela se transforme en défaut, non en qualité. Mais s'il fait preuve de trop de prudence, il sera lâche. Exactement, d'où la nécessité de rechercher la voie du juste milieu, l'équilibre. Vers 340 avant Jésus-Christ, alors qu'Alexandre avait 16 ans, sa relation avec Aristote commença à évoluer. À cette époque, Philippe II se préparait à une campagne contre les Thraces et confia à son fils la plus grande responsabilité de sa jeune vie, gouverner la Macédoine en son absence. Ce choix marqua un tournant dans le passage d'Alexandre du statut d'élève à celui d'homme public et de détenteur du pouvoir. Nommé régent, Alexandre administra la Macédoine durant l'absence de son père, chargé de gérer la cour, de régler les différends et de maintenir l'ordre dans le royaume. Son autorité fut rapidement mise à l'épreuve lorsqu'une révolte éclata parmi les Mèdes de Thrace, où les tribus cherchèrent à défier la domination macédonienne. Alexandre, faisant preuve d'un instinct militaire aiguisé, rassembla une petite armée et écrasa l'insurrection avec rapidité et efficacité, affirmant ainsi sa capacité de chef et se préparant à de plus grandes épreuves militaires. Avec ses nouvelles responsabilités de gouvernant et de chef de guerre, Alexandre eut de moins en moins besoin d'un enseignement formel. Aristote,
constatant que son élève avait acquis la maturité nécessaire pour suivre sa propre voie, commença à se retirer peu à peu. Pourtant, son influence sur Alexandre perdura. Les idées aristotéliciennes continueraient de guider le futur conquérant, notamment sa curiosité intellectuelle et sa façon de gouverner les peuples conquis. Après son rôle de précepteur royal, Aristote resta encore quelque temps en Macédoine, conservant des liens avec la cour. Mais sa véritable vocation restait la philosophie et l'enseignement. Ainsi, quelques années plus tard, il regagna Athènes, où il fonda le lycée, une école qui devint l'un des plus grands centres de savoir de l'Antiquité. Là, il affina sa propre philosophie, ordonnant ses réflexions sur la logique, l'éthique, la politique, la biologie, laissant ainsi une empreinte durable sur la pensée occidentale. Bien que séparés par la distance, maître et élève portèrent à jamais la marque l'un de l'autre. Alexandre garda un profond respect pour le savoir et une quête de compréhension rationnelle du monde, tandis qu'Aristote vit en son ancien élève l'incarnation de son idéal d'excellence et de grandeur humaine. Alexandre avait atteint l'âge adulte, mais résidait encore avec ses compagnons au palais de Miezza sous la direction d'Aristote, qui s'efforçait de faire de lui non pas un simple conquérant comme son père, mais un roi philosophe. Un jour, l'arrivée de la suite de Philippe, père d'Alexandre et roi de Macédoine, fut annoncée. « Je remercie Aristote pour ses efforts pour avoir forgé un homme qu'aucun grec ne pourra qualifier de barbare, mais il est temps désormais de le livrer au monde. Seigneur, je vous supplie d'accorder encore une année, il lui reste tant à apprendre. Je vois votre sollicitude, mais la rudesse de la vie enseigne aussi des leçons précieuses. » Alexandre partit avec son père pour inspecter les troupes. Le jeune prince était ravi, enfin venait l'occasion de combattre aux côtés de son père sur les champs de bataille. « Alexandre, voici les Hétaïrois, les compagnons du roi, l'élite de la cavalerie macédonienne. Je te confie maintenant le commandement de la cavalerie la plus redoutée du monde. » Les compagnons du roi étaient issus de l'aristocratie, occupant les rangs les plus prestigieux de l'armée macédonienne. Alexandre, sache que nos phalanges sont l'enclume et la cavalerie le marteau, dont les puissants coups peuvent briser n'importe quel adversaire. Après avoir pris le commandement, Alexandre fut accueilli par ses nouveaux officiers, dont beaucoup étaient ses amis d'enfance qui servaient aussi de garde personnelle. Alexandre commença à assumer des responsabilités de plus en plus grandes sous la supervision de son père. Voyant l'intelligence et la détermination de son fils, le roi le prépara pour l'avenir en lui confiant des missions administratives et militaires cruciales dans le royaume. Parmi les tâches les plus lourdes confiées à Alexandre figurait la gestion de la Macédoine en l'absence du roi. Lorsque Philippe partit en campagne contre les tribus thraces près de l'Hellespont, il laissa le jeune prince en charge des affaires politiques et militaires. Ce fut un moment déterminant dans la maturation d'Alexandre, car il n'était plus seulement le brillant élève d'Aristote ou un héritier prometteur, il devenait désormais un souverain à part entière, mettant à l'épreuve ses compétences de chef et de commandant. En l'absence du roi, Alexandre reçut le pouvoir officiel dans le royaume, devenant régent et gardien du sceau royal. Philippe lui confia le sceau du roi, un anneau symbolisant son droit d'agir au nom du souverain. Cet honneur affirmait sa place de successeur direct et assurait que ses ordres, durant la régence, portaient l'autorité de Philippe II. Il incombait à Alexandre de maintenir la paix intérieure, d'administrer le royaume et de gérer les affaires diplomatiques et militaires. Pour de nombreux nobles macédoniens, il était difficile d'accepter tant de pouvoir aux mains d'un jeune homme, mais Alexandre prouva rapidement qu'il était à la hauteur de la tâche. Sa mère, la reine Olympias, chercha à élargir son influence en conseillant et en orientant son fils dans certaines décisions politiques. Ambitieuse et déterminée, Olympias voyait dans la régence d'Alexandre une occasion de renforcer son propre pouvoir à la cour. Son ingérence, cependant, commença à ternir la réputation du jeune prince. Les adversaires d'Alexandre et les nobles macédoniens les plus traditionnels colportèrent l'idée que le jeune régent était sous l'influence d'une femme, ce qui blessait profondément la fierté de l'aristocratie guerrière. La conviction qu'un roi devait être fort et autonome rendait ces rumeurs particulièrement lourdes pour Alexandre, même si ses décisions étaient justes et avisées. Constatant le tort causé par ses propos, Alexandre commença à s'éloigner de l'influence de sa mère dans les affaires de l'État et de l'armée, cherchant à réaffirmer son autorité aux yeux des nobles et à montrer qu'il gouvernait avec fermeté. Pendant qu'Alexandre détenait la régence, la tribu thrace des Mèdes, dans les montagnes du Nord, vit l'opportunité de défier la domination macédonienne.
Les Maïdes pensaient que la jeunesse d'Alexandre et l'absence de Philippe leur offraient un avantage pour se rebeller et étendre leur influence frontalière. Sans tarder, Alexandre rassembla les garnisons que Philippe avait laissées en Macédoine et marcha contre les Mèdes, lançant ainsi sa première opération militaire indépendante. Ce fut un tournant décisif, révélant son potentiel de chef de guerre et sa capacité à prendre des décisions stratégiques dans des moments de crise. Il rassembla rapidement l'armée et avança résolument, bien décidé à écraser la menace avant qu'elle ne s'amplifie. Face aux Maïdes, Alexandre fit preuve d'une ruse tactique remarquable, divisant ses forces en deux fronts pour encercler les rebelles et couper toute retraite. Il engagea d'abord des tirailleurs pour provoquer l'ennemi et l'attirer en terrain découvert où son infanterie disciplinée pouvait agir avec avantage. Après avoir épuisé les Maïdes par des attaques rapides et calculées, Alexandre mena lui-même la charge finale avec la cavalerie. Utilisant le relief accidenté pour canaliser les rebelles vers un point faible, il enfonça leur ligne et les força à se replier dans leur principale forteresse. Ayant pris l'avantage, Alexandre ordonna un siège méthodique. Il fit construire des tours d'assaut improvisées et utilisa des éclaireurs pour repérer les faiblesses des murailles. Après un assaut intense, ses troupes réussirent à percer et à prendre la forteresse. Le combat fut âpre de l'intérieur, mais les Maïdes, désorganisés et piégés, furent rapidement submergés. Après la victoire, Alexandre s'empara de la ville et y fonda un poste macédonien, assurant la tranquillité de la frontière nord et renforçant la mainmise du royaume. Il chassa les habitants locaux et fonda Alexandropolis. Ce geste était lourd de sens, car il était rare qu'un prince de 16 ans nomme ou fonde une ville à son propre nom, signe d'ambition et d'une haute idée de sa destinée. Cette fondation préfigurait une pratique qu'Alexandre allait répéter lors de ses conquêtes asiatiques, en créant de nombreuses cités portant son nom. En nommant la ville d'après lui-même, Alexandre s'inscrivait dans la tradition des grands conquérants qui marquaient leur victoire par la fondation de nouvelles cités. Ce choix reflétait sa vision de grandeur et son affirmation d'être plus qu'un simple héritier de Philippe II. Ce triomphe renforça sa stature militaire et envoya un avertissement aux ennemis de la Macédoine. Même sans Philippe II, le royaume demeurait sous une autorité ferme et résolue. La réussite de la campagne contre les Maïdes fut essentielle pour la réputation d'Alexandre auprès de l'armée et de la noblesse macédonienne. Il n'était plus seulement l'héritier de Philippe, mais un chef en devenir, démontrant tôt sa capacité à affronter des épreuves bien plus grandes. Selon Plutarque, Philippe II reçut la nouvelle du succès d'Alexandre avec une fierté mêlée d'inquiétude. Le triomphe militaire du jeune prince confirmait sa capacité de commandement, essentielle pour le futur roi de Macédoine. Mais le fait qu'Alexandre ait nommé Alexandropolis d'après lui-même révélait une audace que Philippe ne pouvait ignorer. La fondation de ville était le privilège des grands rois et vainqueurs, et pour un prince de 16 ans, cela laissait entrevoir une ambition susceptible de rivaliser un jour avec celle de son père. Ce mélange de fierté et de prudence allait définir la relation entre Philippe et Alexandre dans les années suivantes, faite d'admiration, mais aussi de rivalité. Bien qu'admirant les talents de son fils, Philippe savait qu'il élevait un héritier qui, un jour, pourrait défier sa propre suprématie. À Péia, la grande capitale de la Macédoine, un messager parvint aux portes du palais royal, porteur d'un message urgent. « Prince Alexandre, le roi exige votre présence au camp sur le champ », déclare-t-il en s'inclinant respectueusement. On savait que les récentes offensives du roi contre les cités grecques avaient échoué. Forcé de battre en retraite, Philippe fit venir son fils pour une réunion pressante. En arrivant sous la tente de commandement, Alexandre trouva son père penché sur des cartes disposées sur une table grossière, visiblement préoccupé. « Me voici, père. J'ai appris que l'offensive a été stoppée ?» dit Alexandre, d'une voix calme, conscient de la gravité du moment. « Mon fils, nous, Macédoniens, sommes comme des béliers. Nous reculons seulement pour mieux charger. » Il posa une main ferme sur l'épaule d'Alexandre, lui transmettant à la fois le poids de la tâche et sa confiance. « C'est pour cela que je t'ai fait mander. Ensemble, nous allons porter le coup décisif contre ces maudits Thébains et Athéniens. Cette fois, ils goûteront à toute la puissance de la Macédoine. » La Grèce était secouée par de profondes tensions entre ces cités-États, farouchement attachées à leur liberté. Athènes, Thèbes, Sparte et les autres cités vivaient dans une vigilance constante, chacune craignant la montée en puissance de ses voisines. La réputation croissante de Philippe comme stratège et la discipline de ses troupes alarmaient les Grecs, qui voyaient la Macédoine comme une force barbare et menaçante.
Pourtant, nombre d'Athéniens et de Thébains sous-estimaient le danger, s'accrochant à la gloire passée et croyant que leur unité suffirait à contrer l'armée macédonienne. L'ascension de Philippe II prouvait que les Macédoniens ne s'arrêteraient pas de sitôt. Grâce à ses ressources, notamment les mines d'or du Nord et au renforcement de ses effectifs, la Macédoine disposait d'un avantage pour attaquer ou soumettre toute cité opposée. Athènes, avec son héritage naval et une armée terrestre plus modeste, entretenait une vieille rivalité avec Thèbes, dont les soldats étaient admirés pour leur discipline et leur bravoure. Mais la montée de la Macédoine força Athéniens et Thébains à mettre de côté leurs différends. Leur alliance n'était pas fondée sur la fraternité, mais sur la nécessité de survivre. Les Athéniens apportèrent surtout leur expertise navale, mais envoyèrent aussi un solide contingent d'hoplites pour renforcer l'infanterie de la coalition. Thèbes, pour sa part, mobilisa la célèbre bande sacrée et un noyau d'infanterie robuste, réputé pour leur victoire sur Sparte comme l'une des meilleures phalanges de Grèce. Cette alliance de circonstances se dressa à Chéronée pour stopper ce qu'ils voyaient comme le flot montant de la Macédoine mené par Philippe II et son héritier Alexandre. L'affrontement à venir promettait de bouleverser à jamais l'équilibre des forces en Grèce. Lorsque les armées se retrouvèrent sur la plaine de Chéronée, chaque chef disposa ses troupes de façon à maximiser les avantages de leurs armes, de leur entraînement et du terrain. Les Grecs répartirent leurs lignes, les Athéniens à gauche, solides avec leurs hoplites, les Thébains à droite, fiers d'avoir humilié Sparte. Au centre, des soldats issus d'autres cités soutenaient l'effort. De leur côté, Philippe II et Alexandre placèrent l'armée macédonienne pour exploiter à la fois la puissance de la phalange et la rapidité de la cavalerie. Philippe prit l'aile droite avec une partie de sa phalange et les hypaspistes, l'infanterie légère d'élite qui reliait la lourde phalange aux autres unités. Alexandre menait l'aile gauche avec la cavalerie des Hétaïrois, force de choc et fierté du jeune commandant. L'avantage macédonien reposait surtout sur l'usage de la sarisse, une lance de plus de 5 mètres, qui surpassait largement la portée des armes des hoplites grecs. En formation de phalange, chaque soldat maniait sa sarisse à 2 mains, formant un mur hérissé pour tenir l'ennemi à distance. L'entraînement rigoureux permettait toutefois à ces lanciers de garder une certaine agilité. La cavalerie macédonienne travaillait en coordination avec l'infanterie. Au lieu de charger seule, Philippe et Alexandre la retenaient jusqu'à ce que les phalanges fixent la ligne ennemie, créant des brèches et dispersant les rangs d'hoplites. C'est alors que la cavalerie surgissait, frappant les flancs et l'arrière opposé. Ainsi, la synergie entre phalanges, hypaspistes et cavalerie rendait l'armée macédonienne très adaptable et capable de surprendre les Grecs dans toutes sortes de situations. Chez les Grecs, Thèbes alignait la troupe la plus réputée, la bande sacrée, un groupe d'élite formé de 150 couples de combattants choisis parmi les plus valeureux de Béotie. Cette unité favorisait une loyauté profonde. Combattant côte à côte, chaque guerrier voulait prouver sa vaillance à son compagnon. Leur invincibilité provenait de leur victoire écrasante sur Sparte à Leuctre, démontrant à la Grèce que la suprématie spartiate pouvait tomber. À Chéronée, ils occupaient une position clé dans la ligne thébaine, faisant face directement à l'aile commandée par Alexandre. Leur prestige en faisait une cible prioritaire. Les briser équivalait à anéantir le moral de l'armée grecque. La bataille s'ouvrit par l'avancée de la phalange de Philippe II vers la droite, progressant lentement sur les rangs athéniens. Les combats éclatèrent avec violence, semblant d'abord équilibrés. Puis Philippe ordonna à ses troupes de reculer. Les Athéniens y virent un signe de faiblesse, s'élançant hardiment pour exploiter ce qu'ils croyaient être un repli macédonien, convaincus que la victoire était proche. Pendant ce temps, sur la gauche, Alexandre affrontait les troupes thébaines. Sa cavalerie lança de rapides assauts contre la redoutable bande sacrée. Les Thébains, habitués à affronter des hoplites à pied, étaient déconcertés par la mobilité de la cavalerie. Chaque charge les forçait à battre en retraite avec ordre, mais les javelots et longues lances amincissaient leurs rangs. Le jeune héritier exploitait l'agilité de ses cavaliers pour ronger la défense ennemie. Les boucliers thébains, frappés de la massue d'Héraclès, devenaient encombrants sous la pluie d'asseguets lancés par ses cavaliers. De l'autre côté, les Athéniens pressaient Philippe. Alors qu'ils pensaient le tenir à leur merci, le roi macédonien retourna la situation. Il ordonna à ses phalanges de fondre sur l'ennemi de toute leur force, tout en envoyant les hypaspistes renforcer les extrémités de la formation. Le repli de Philippe, qui semblait une manœuvre désespérée, n'était en réalité qu'une ruse destinée à ouvrir une faille dans le front de la coalition grecque, permettant à la cavalerie d'Alexandre de s'engouffrer et de frapper les Athéniens sur le flanc et à revers, les prenant totalement au dépourvu. Face à cet assaut écrasant, les forces grecques commencèrent à céder. Les Athéniens,
craignant l'encerclement et ébranlés par les coups conjoints des phalanges et de la cavalerie, n'eurent d'autre choix que de rompre les rangs pour sauver leur vie. La bande sacrée, fidèle à sa réputation de bravoure, tint encore face aux lignes macédoniennes sur l'autre aile. Mais une fois les Athéniens en déroute, Alexandre et la cavalerie des Hétaïrois se retournèrent pour affronter à nouveau les Thébains résolus. Contrairement aux Athéniens, ceux-ci choisirent de résister jusqu'au bout, livrant un combat désespéré mais héroïque. Au final, l'aile thébaine fut écrasée, les Athéniens dispersés et la plaine de Chéronée jonchée de boucliers, de lances et de corps. L'armée macédonienne y affirma sa suprématie, et la victoire sur l'élite de Thèbes reste gravée comme le premier grand triomphe d'Alexandre en tant que commandant. Le bilan final à Chéronée fut terrible. Près de 2000 soldats grecs tombèrent, dont tous les valeureux membres de la bande sacrée de Thèbes. 4000 autres furent capturés, dont beaucoup furent ensuite vendus comme esclaves ou rançonnés, laissant de profondes cicatrices dans les cités-États. La victoire de Philippe II était incontestable, et Athènes, comme Thèbes, autrefois fières, durent plier devant la puissance macédonienne. Laissant derrière elle les corps des meilleurs guerriers de Grèce, la réputation de la Macédoine comme force invincible se renforça. Thèbes, humiliée par la perte de son unité légendaire, dut se soumettre au nouvel ordre. Athènes, jadis reine des mers, dut négocier pour éviter une ruine totale. Chacune des cités comprit alors que le monde grec entrait dans une nouvelle ère, dominée par Philippe II et surtout marquée par l'ascension d'Alexandre. Alexandre fut acclamé comme le grand héros de Chéronée. Son nom retentissait dans les rangs des vétérans, aguerris par la guerre, qui voyaient en lui un chef audacieux, à l'intelligence rare. Au crépuscule, Philippe, avec son fils à ses côtés, reçut les redditions et scella les traités qui consacraient la domination macédonienne sur la Grèce. Chéronée scella le destin de Thèbes et d'Athènes, porta Philippe II à son apogée et ouvrit la voie à l'ascension d'Alexandre comme futur maître du monde connu. Philippe II de Macédoine et Alexandre venaient d'infliger un coup dur et humiliant aux forces alliées d'Athènes et de Thèbes lors de la bataille décisive de Chéronée. Le champ de bataille, désormais silencieux, était recouvert des restes des guerriers grecs tombés au combat. Lors des festivités qui suivirent, enivré de victoire et de vin, Philippe se livra à une scène grossière, titubant et dansant sur les cadavres de ses ennemis vaincus. Alexandre, témoin de cela, fut saisi de dégoût et d'indignation. Il s'approcha du roi et le réprimanda vivement. « Philippe le sauvage, on dirait que le mépris des Athéniens à ton égard n'était pas totalement infondé. » Philippe s'arrêta un instant, posant sur son jeune fils un regard mêlé de fierté et d'amertume. « Peu importe mes actes, Alexandre, aux yeux de ces Grecs, je resterai toujours un barbare. Mais toi, mon fils, Aristote t'a affiné, et tu es devenu plus fils de la Grèce que je ne le serai jamais. C'est pourquoi je te confie une mission capitale. Rends-toi à Athènes et obtiens leur reddition. » Après la défaite écrasante de Chéronée, Athènes était plongée dans la peur et l'incertitude. Privés de la majeure partie de leur armée, les Athéniens redoutaient pour la survie de leur cité, désormais presque sans défense. Dans ce contexte sombre, Alexandre entra à Athènes avec une petite escorte. Le jeune prince, âgé de 18 ans à peine, fut accueilli par le peuple avec faste et honneur digne d'un héros légendaire. Les dirigeants locaux cherchaient à l'apaiser et à échapper à la colère du jeune vainqueur. Athènes était une merveille aux yeux d'Alexandre. Son parcours le mena à la célèbre académie de Platon où son maître Aristote s'était formé. Il s'émerveilla ensuite devant le somptueux théâtre de Dionysos, théâtre des grands drames grecs qu'il affectionnait tant. Mais gravissant l'acropole et contemplant le majestueux temple d'Athéna, il sentit toute la splendeur culturelle d'Athènes l'atteindre en plein cœur. C'est là qu'il prit la mesure de la grandeur de l'héritage dont il avait désormais la charge. Après la visite, Alexandre s'adressa à l'assemblée athénienne. Devant les délégués anxieux de la cité, il exposa clairement les conditions de son père. « Athéniens, mon père, le roi Philippe de Macédoine, dans un geste de clémence et de respect envers l'histoire de cette cité, vous offre la paix et une alliance. Les soldats capturés seront libérés et rentreront chez eux. Vos droits et vos biens seront pleinement respectés. Aucun soldat macédonien ne restera à Athènes et votre liberté sera préservée. La seule condition, qu'Athènes se joigne à notre alliance dans la grande entreprise qui s'annonce. » L'assemblée, stupéfaite et soulagée d'une telle générosité en période de faiblesse, accepta rapidement l'alliance. Philippe, conscient de l'importance vitale de la flotte athénienne pour ses projets en Perse, choisit de gagner la ville par la clémence plutôt que par la force.
le roi macédonien décida d'élever un monument en l'honneur des guerriers grecs tombés lors du sanglant affrontement de Chéronée. Connu sous le nom de lion de Chéronée, il s'agissait d'une majestueuse statue de lion assis en position de garde solennelle. Pour Philippe et Alexandre, ce lion symbolisait la bravoure et la puissance martiale, mais aussi leur emprise affirmée sur les cités-États grecques. Mais pour les vaincus, surtout les Thébains et les Athéniens, il devint le symbole durable de leur chute et de leur faiblesse face à la puissance grandissante de la Macédoine. Par ce geste, Philippe montra qu'il respectait le courage et la valeur de ses adversaires, prouvant que sa victoire n'était pas remportée sur des rivaux inférieurs ou indignes. Mais en érigeant un symbole aussi imposant, les Macédoniens montraient à toute la Grèce la force inflexible de leur armée et la domination sans partage qu'ils avaient imposée. Peu après avoir apaisé Athènes, Philippe convoqua toutes les cités grecques à Corinthe pour un grand rassemblement panhellénique. Des envoyés de toute la Grèce vinrent, sauf les Spartiates, toujours inflexibles. Devant l'assemblée réunie à Corinthe, Philippe, rayonnant de sa victoire, déclara « Grecs, nos cités se sont trop longtemps épuisées dans des luttes intestines, tandis que notre véritable ennemi, l'Empire perse, prospérait et grandissait hors de nos frontières. L'heure est venue de mettre fin à nos querelles et de nous unir face à l'ennemi commun. J'offre un pacte de défense mutuelle sous ma direction afin que, ensemble, nous portions la guerre en Perse, cet empire qui a si longtemps menacé notre liberté. » Ces paroles trouvèrent un profond écho dans le cœur des Grecs. L'antique rancœur contre la Perse, entretenue depuis les guerres médiques, se raviva. Philippe, fin diplomate et désormais chef suprême des forces grecques unifiées, fut acclamé par tous comme hégémon, leader incontesté de la campagne appelée à bouleverser l'histoire du monde. Là, devant l'assemblée, Alexandre observait en silence. Il savait que le véritable objectif de son père dépassait tout ce que l'on imaginait, une quête épique digne des poèmes d'Homère. Alexandre, conscient de la place qu'il attendait dans cette aventure à venir, rêvait déjà de gloire qui l'attendait au-delà des mers. Où qu'il aille, la réputation d'Alexandre le précédait désormais. Son rôle décisif à Chéronée devint vite légendaire. Commandant la cavalerie macédonienne, le jeune prince fit preuve d'un mélange rare d'audace intrépide, de maîtrise tactique et de stratégie affûtée. Sa victoire sur la bande sacrée de Thèbes, l'unité la plus redoutée et admirée de Grèce, stupéfia particulièrement les Grecs. L'avancée gagna en prestige et en respect, non seulement auprès des Grecs, mais surtout de ses généraux et plus proches alliés. Des hommes comme Héphaïstion, Ptolémée, Cratère et Perdiccas, compagnons de longue date, le voyaient désormais comme l'héritier légitime de Philippe, non seulement par le sang, mais aussi par le mérite guerrier. Son commandement sur le champ de bataille créa un fort lien de confiance et de dévouement avec ses officiers. Son audace et sa bravoure face au danger faisaient de lui un chef que tous suivaient avec une loyauté presque totale. Héphaïstion, surtout, devint son ombre fidèle, tandis que Ptolémée et Cratère l'honoraient déjà comme le chef naturel de la future armée en route pour la Perse. Pourtant, malgré cette solidarité croissante, Alexandre suscita aussi l'envie et la méfiance de certains généraux chevronnés, inquiets de voir le jeune prince surpasser un jour Philippe lui-même. L'ascension d'Alexandre comme héros militaire et symbole de l'unité grecque bouleversait l'équilibre du pouvoir à la cour. Nombre de nobles macédoniens commençaient à voir en lui une menace pour leur propre position, surtout ceux qui cherchaient à influencer ou à succéder à Philippe. Bientôt, intrigues et complots se multiplièrent au sein du cercle rapproché du roi. Des rumeurs circulaient à la cour insinuant qu'Alexandre, poussé par la gloire et l'ambition, cherchait déjà à écarter son père avant l'heure. Parallèlement, Philippe faisait face à une agitation familiale croissante. La mère d'Alexandre, Olympias, étant accusée par ses adversaires d'exciter son fils contre son père et d'attiser ses ambitions pour le trône. Ces manigances installaient un climat de méfiance et de tension grandissante entre le père et le fils. La préparation de la campagne perse de Philippe II fut un tournant dans l'histoire grecque. Après sa victoire à Chéronée en 338 avant Jésus-Christ, Philippe avait consolidé son rôle de chef incontesté de la Grèce via la Ligue de Corinthe. Son grand dessein était de lier les cités grecques à une cause commune, mettant fin aux conflits internes pour porter la guerre à l'ennemi ancestral, l'Empire perse, qui menaçait le monde hellénique depuis plus d'un siècle. Philippe entreprit des préparatifs méticuleux pour sa campagne contre les Perses. Les cités grecques furent chargées de fournir troupes et ressources, établissant des quotas pour former une véritable armée panhellénique. Ingénieurs et spécialistes furent mobilisés pour gérer la logistique, inventer de nouvelles armes et perfectionner les méthodes de siège.
Philippe, célèbre pour son esprit d'innovation militaire, affina encore ses troupes macédoniennes, notamment les phalanges et la cavalerie d'élite, s'assurant qu'elles surpasseraient les Perses en armement, organisation et discipline. Des cités comme Sparte, traditionnellement fières et isolées, refusèrent la Ligue, maintenant leur position farouchement indépendante face à la domination macédonienne. Philippe réagit avec une patience mesurée, faisant savoir que toute défiance ouverte serait sévèrement punie. Pendant ce temps, des cités plus petites voyaient dans l'expédition contre la Perse une occasion de gloire et de butin. Malgré les frictions internes et les résistances politiques, la campagne perse de Philippe approchait à grands pas. Le roi de Macédoine mobilisait inlassablement son armée, traçait routes et points clés et envoyait déjà des généraux comme Parménion et Attale préparer le terrain en Asie mineure. Alexandre se trouvait encore en Grèce, loin des palais macédoniens, lorsqu'un messager lui remit une lettre scellée du sceau royal de sa mère, la reine Olympias. Le jeune prince l'ouvrit avec empressement, sachant qu'elle n'écrivait que pour des affaires graves. Son contenu était préoccupant. Le roi Philippe II l'avait répudié et prévoyait de se remarier. Olympias écrivait que Philippe allait épouser Cléopâtre Eurydice, nièce du puissant général Attale. Cette union représentait une menace politique majeure pour Alexandre, car Cléopâtre appartenait à la plus haute noblesse macédonienne. Un fils issu de ce mariage pourrait écarter Alexandre du trône, étant pur macédonien, alors qu'Alexandre, par le sang épirote d'Olympias, restait suspect aux yeux de l'élite. En vérité, Olympias n'avait jamais su gagner la faveur des nobles macédoniens. Ses origines étrangères, ses pratiques mystérieuses et sa passion pour les rites étranges, serpents et mysticisme suscitaient méfiance et hostilité chez les anciens clans. Sa rupture avec Philippe s'était aggravée au fil des ans et le divorce n'en était que l'aboutissement logique. Très inquiet, Alexandre décida de rentrer d'urgence en Macédoine pour protéger ses droits à la succession. Durant le voyage, le prince réfléchit à ses relations tendues avec Philippe. Depuis l'enfance, Alexandre avait ressenti le poids des exigences paternelles, oscillant entre fierté devant ses exploits et agacement face à son caractère fougueux et à ses ambitions. De retour à Péia, Alexandre trouva une scène politique tendue. Des amis et alliés fidèles avaient été bannis ou écartés par ordre de Philippe, surtout les plus loyaux au jeune prince. Le général Attale était devenu l'homme fort de la cour, influençant de plus en plus les décisions militaires et dressant Philippe contre Alexandre. Le jour du mariage royal arriva vite. Philippe, peut-être pour sauver les apparences et éviter le scandale, invita Olympias et Alexandre à la fête. Derrière l'atmosphère joyeuse couvaient des tensions croissantes. Les invités, issus des plus puissantes familles de Macédoine, buvaient abondamment, selon la coutume. Le moment vint de porter des toasts aux nouveaux mariés. Attale, déjà bien éméché et animé d'anciennes rancœurs envers Alexandre, leva son verre et appela les Macédoniens à prier les dieux de donner à la Macédoine un héritier légitime, issu de l'union de Philippe et de Cléopâtre Eurydice. L'insulte était claire et cinglante. Alexandre, pris de colère, jeta sa coupe sur Attale, aspergeant la salle de vin. Un silence stupéfait s'abattit alors que tous observaient la scène. Le jeune prince se rua sur Attale, prêt à en découdre, mais ses amis le retinrent de force. Mais Alexandre n'était pas le seul à avoir le sang chaud dans la famille royale. Furieux de la conduite de son fils, Philippe dégaina son épée et, titubant sous l'effet de l'alcool, s'avança vers Alexandre. Tous furent saisis de stupeur. Le roi armé menaçait son propre héritier devant des invités stupéfaits. Seule la chute de Philippe, qui s'effondra avant d'atteindre Alexandre, évita un drame sanglant. Voilà donc l'homme qui veut traverser l'Europe pour conquérir l'Asie. Il n'est même pas capable de traverser d'un canapé à l'autre, lança Alexandre, fou de rage et de mépris. Le silence pesant qui suivit fit place à des murmures. Alexandre, profondément humilié et en danger, comprit que sa position à la cour était devenue intenable. Conscient que sa sécurité et son avenir étaient menacés, il décida de quitter la Macédoine pour un temps. Alexandre comprit que sa place à la cour était devenue précaire, voire mortelle. Les intrigues politiques en Macédoine se terminaient souvent dans le sang. Devant ce risque, il choisit de partir de lui-même, trouvant refuge en Illyrie. En exil, Alexandre éprouva une tempête de sentiments, angoisse pour ses droits menacés, colère devant l'humiliation publique, mais aussi une résolution croissante à défendre sa légitimité. En Illyrie, Alexandre fut accueilli par des alliés macédoniens de longue date, admirant sa ténacité et sa volonté. Ce refuge n'était pas anodin.
L'Illyrie, voisine de la Macédoine, regroupait des peuples souvent alliés ou soumis aux Macédoniens qui voyaient en Alexandre une chance de renforcer leurs liens ou de s'assurer une alliance avec le probable futur roi. Pendant ce temps, Olympias, resté en Macédoine, œuvrait sans relâche dans l'ombre. La reine déchue profita de l'absence de son fils pour mobiliser son réseau, consolidant des alliances essentielles pour assurer le retour victorieux d'Alexandre. Elle sema aussi des rumeurs et des récits parmi les nobles, soulignant que la sécurité du royaume dépendait du charisme et de la poigne d'Alexandre. Durant cette période, Philippe réfléchissait lui aussi aux conséquences de la rupture familiale et de l'exil de son héritier. S'il avait d'abord été furieux et déçu, il comprit vite que l'absence prolongée d'Alexandre risquait de fragiliser la stabilité acquise au prix de tant d'efforts. L'éloignement d'Alexandre, conjugué aux rumeurs habilement distillées par Olympias, commença à inquiéter les généraux fidèles au jeune prince, beaucoup redoutant une crise de succession qui affaiblirait la Macédoine à la veille de l'expédition perse. Philippe venait d'avoir un fils de sa nouvelle épouse, baptisé Caranus. Mais partir en Asie sans héritier adulte pour garantir la succession était un pari risqué que la Macédoine ne pouvait se permettre. Prenant la mesure de la situation, Philippe céda aux pressions intérieures et extérieures et décida de se réconcilier avec Alexandre. Des émissaires furent envoyés vers le prince exilé avec la promesse d'un retour en grâce et de la restitution de tous ses commandements et prérogatives. À la réception de ces messages, Alexandre comprit que le vent avait tourné à la cour. L'exil en Illyrie se révéla bénéfique pour le prince. Alexandre revint transformé, non plus comme un jeune homme impulsif, mais comme un chef aguerri, rompu aux dangers de la politique de cour. Cette épreuve fut un creuset qui affina le caractère d'Alexandre, le préparant aux vastes défis qui l'attendaient. Après des mois d'absence, Alexandre revint à la cour macédonienne pour se réconcilier avec son père, ressentant d'abord un apaisement dans leurs relations. Les deux hommes affichèrent publiquement un respect mutuel, posant comme unis devant les Macédoniens et les alliés grecs. Mais sous la surface, une inquiétude persistait, entretenue par Olympias. La mère d'Alexandre ne ménageait aucun effort pour avertir son fils des menaces qui rôdaient. Elle insistait sur le fait que Philippe et ses nouveaux alliés représentaient un péril direct pour la succession d'Alexandre, suggérant souvent des mesures extrêmes, même des actes que les dieux jugeraient sacrilèges. Pendant ce temps, Philippe revint d'un pèlerinage à l'oracle renommé de Delphes, porteur d'un message énigmatique qu'il prit comme présage de victoire. Le taureau est prêt pour l'abattage, la fin est proche et le meurtrier est ici. Philippe y vit un bon signe, interprétant le taureau comme l'empire perse vacillant, prêt à s'effondrer sous les conflits internes. Lui, Philippe, serait l'élu des dieux pour porter le coup fatal. Philippe avait minutieusement préparé un nouveau coup diplomatique. Il décida de marier sa fille Cléopâtre au roi Alexandre d'Épire. Cette alliance revêtait une grande importance stratégique pour les ambitions de Philippe. L'Épire, royaume grec de l'Ouest, était gouverné par l'oncle d'Alexandre, parent du côté maternel. Ce mariage devait renforcer les liens politiques et familiaux entre les maisons royales et sécuriser l'arrière pendant que Philippe marcherait vers l'Est. Le roi Alexandre d'Épire, connu pour sa bravoure et son intelligence, était un allié sûr, capable de protéger la frontière occidentale de la Macédoine. De plus, ce mariage offrait à Philippe l'occasion rare de montrer la puissance et la splendeur de la Macédoine à l'élite grecque et aux dignitaires étrangers, renforçant son autorité de chef suprême des Grecs. Philippe voulait que ce grand événement soit un message éclatant d'unité et de puissance, ouvrant la voie politique à ses ambitions impériales. Le jour des noces arriva dans une splendeur inégalée. Les chefs des grandes cités grecques et des royaumes voisins s'étaient rassemblés à la ville sacrée d'Égas pour l'occasion. La sécurité était maximale, Alexandre dirigeant la garde royale, attentif aux moindres signes de menace. Mais ce jour-là, gonflé de confiance, peut-être d'orgueil, Philippe choisit de se passer de sa garde rapprochée. Il voulait entrer seul dans l'immense théâtre, exposant sa majesté et sa gloire à tous les présents. Alexandre tenta de le convaincre de le garder à ses côtés. « Père, il serait plus sage que je reste à vos côtés. Vous vous êtes fait bien des ennemis au fil du temps. » Philippe sourit, sûr de lui, et répondit « Alexandre, mon fils, je sais que tu veux me soutenir et prouver à tous que tu es mon véritable héritier, mais ce n'est pas nécessaire. Pourquoi t'ai-je tant formé, entraîné comme guerrier et chef, sinon pour que tu sois prêt à régner? Laisse-moi ce moment, il m'appartient. »
À contre-cœur, Alexandre s'écarta et vit son père s'avancer seul dans le passage menant au grand théâtre où les invités l'attendaient impatiemment. Philippe émergea du tunnel sous des acclamations chaleureuses et enthousiastes, submergé aussitôt par l'enthousiasme et l'admiration de centaines de personnes dans le théâtre. Se sentant presque divin parmi les mortels, il savourait les applaudissements et les cris qui le saluaient comme le grand leader de la Macédoine, promis à renverser l'immense empire perse et à graver son nom dans l'histoire. Chaque pas alimentait son assurance et son sentiment d'invincibilité en cet instant unique. Pourtant, le destin rôdait, tapis au milieu de la foule en liesse. Pausanias, membre de la garde royale, profita du moment où tous les regards étaient tournés vers le roi pour s'approcher silencieusement, masquant ses sombres intentions. Soudain, d'un geste rapide et déterminé, Pausanias tira un poignard et le planta profondément entre les côtes du roi. Un court silence glaçant remplaça la clameur, tandis que Philippe s'effondra, stupéfait et souffrant. La foule, d'abord figée, fut soudain prise de panique et d'horreur, des cris résonnant tandis que chacun fuyait le chaos. La stupeur et l'incrédulité se lisaient sur les visages des dignitaires et des citoyens, incapables de comprendre qu'un roi jadis invincible venait de tomber sous un acte aussi brutal et soudain. Dans la confusion, Pausanias tenta de s'enfuir, mais il fut vite rattrapé et abattu par la garde royale, mettant fin à la vie du traître. Voyant son père s'effondrer, Alexandre se précipita à ses côtés, s'agenouilla et le tint dans ses derniers instants. Philippe, dans un dernier souffle, plongea son regard dans les yeux de son fils, y lisant une énergie et un destin qui dépassaient ses rêves les plus fous. Ainsi, sans mot dire, l'âme de Philippe II de Macédoine s'en alla vers les Champs-Élysées. Des années durant, Alexandre avait su qu'il porterait un jour le poids de la couronne macédonienne, mais il pensait que ce jour était lointain. Désormais, il lui tombait dessus brusquement et dans la violence. Il sentit peser sur ses épaules la charge du royaume, les rêves de son père et l'espoir d'un peuple. Dans le silence stupéfait qui régnait encore parmi la foule, deux amis fidèles d'Alexandre, Héphaïstion et Ptolémée, agirent vite, leur voix brisant le vide soudain. « Vive le roi Alexandre! Alexandre, roi des Macédoniens !» D'un geste assuré, ils enlevèrent la couronne de feuilles de chêne, symbole royal de la Macédoine, de la tête de Philippe et la déposèrent solennellement sur celle d'Alexandre. Levant les yeux, il vit que tous les regards étaient désormais tournés vers lui, attendant force et direction au cœur du tumulte. Sa mission, il le savait, commençait sur le champ. D'une respiration profonde, Alexandre se redressa, affichant assurance et autorité. Il comprenait qu'il lui fallait honorer l'héritage de son père et guider la Macédoine vers la destinée glorieuse imaginée par Philippe. Toute sa vie l'avait forgé pour cet instant. Plus que jamais, il était temps de devenir le roi dont la Macédoine avait besoin, celui promis à des exploits inoubliables. Alors que la Macédoine sombrait dans le deuil et le désordre, les premières spéculations circulèrent sur le mobile du crime. Pausanias, considéré comme un garde loyal, devait nourrir une rancune profonde pour en arriver là. On évoquait souvent de vieilles blessures et humiliations subies, notamment de la part d'Attale, générant influent et allié de Philippe. Cette plaie ouverte aurait pu devenir une soif de vengeance sans merci contre le roi, qu'il accusait de n'avoir pas défendu son honneur. Mais la mort de Pausanias, avant qu'il n'explique son geste, nourrit bien d'autres théories sur l'assassinat du roi. Rapidement, de sombres rumeurs circulèrent à la cour. Beaucoup murmuraient le nom d'Olympias, la redoutable mère d'Alexandre. Sa rivalité avec Philippe était notoire, surtout après le mariage avec la jeune Cléopâtre Eurydice. Certains étaient convaincus qu'Olympias avait influencé, voire incité Pausanias au meurtre afin d'éliminer un obstacle à l'avenir d'Alexandre. D'autres allaient plus loin encore, et si Alexandre lui-même était impliqué? Malgré l'admiration des soldats, l'accession fulgurante du jeune prince au trône après la mort de son père suscita la suspicion chez quelques-uns. Au-delà de ces intrigues internes, on évoqua aussi une possible main étrangère, notamment celle du puissant empire perse. La mort de Philippe pouvait fort bien viser à empêcher ou retarder l'invasion qu'il projetait. Un complot perse pour déstabiliser leur adversaire n'était pas impensable. Les Perses étaient réputés pour leur réseau d'espions et leurs machinations pour défendre leur empire. Au milieu de ces doutes et suspicions, un fait restait incontestable. Philippe, le grand roi qui voulait conquérir l'Asie, n'était plus, et Alexandre se retrouvait désormais au centre de la scène, entouré de rivaux et d'ennemis, mais soutenu par des amis fidèles, prêts à s'engager sur la voie qui ferait de lui Alexandre le Grand.